Bonjour, je m'appelle Anuban Kate, je suis le cofondateur des Forums France Inde. Depuis cette année, j'ai commencé une nouvelle série des entretiens Art de vivre à la franco-indienne où j'interroge, j'échange avec les Français qui vivent en Inde et les Indiens qui vivent en France pour parler sur leurs expériences, surtout socio-culturelles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Benjamin Oberoi, qui habite à Bangalore, en Inde, depuis plus de 40 ans. Elle a une ONG qui s'appelle Objectif France Inde. Ce ONG travaille dans le domaine des microcrédits pour les femmes. Il y a un orphelinat. Elle travaille aussi dans le secteur agriculture et beaucoup d'autres choses. Donc, j'invite Benjamin de me rejoindre pour parler davantage de ses expériences en Inde et son lien qu'elle garde toujours avec la France. Bienvenue, Benjamin. Et bonjour Hanuman, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de ma petite expérience indienne. C'est avec un grand plaisir. Voilà, donc j'aimerais bien commencer de parler de ton enfance, de ta vie en France, d'abord où tu es né, et ensuite peut-être ton éducation. Est-ce que tu pourras nous raconter un peu tout ça? Je suis née donc en France, dans le sud de la France, à Béziers, une petite ville de province où j'ai fait une partie de mes études et puis j'étais après ça à Marseille, dans une famille de 6 enfants. Donc, et c'est une famille qui a... D'abord, nous, on a été nombreux comme enfants, donc c'était très, très vivant à la maison. Et c'est une famille qui a toujours eu l'habitude de recevoir des personnes étrangères. Soit on avait des jeunes filles au père, soit il y avait des échanges de jeunes. Donc depuis tout petit, on a eu l'habitude d'avoir des gens ou des jeunes de l'étranger. On a fait des échanges, même quand j'avais 10 ans, je suis partie en Angleterre toute seule. J'ai reçu ma correspondante anglaise à la maison, je me souviens tout à fait. Donc c'est un peu ancré dans notre famille, c'est les échanges interculturels. Et c'est peut-être pas pour rien que mes 2 frères ont habité en Afrique. J'ai une sœur qui habitait en Espagne et aux États-Unis. Donc, c'est une famille un peu de voyageurs. J'ai Euh, une sœur qui était née handicapée, ma dernière sœur, qui fait qu'on a eu aussi un, tout un travail de réflexion. En tous les cas, pour moi, c'était important de travailler avec les enfants qui étaient différents d'une manière ou d'une autre. Donc ça, je pense que ça a conditionné les études que j'ai faites, qui étaient au départ de jardinière d'enfants, éducateur de jeunes enfants, puis éducateur spécialisé, puis psycho. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire en 2 mots de mon enfance. Eh bien, c'est très intéressant. Et ce qui a retenu mon attention, c'est aussi le fait que vous soyez une grande famille de 6 enfants. Parce que souvent, quand mes amis français me disaient que voilà, en Inde, vous avez des grandes familles. Et moi, je vois ça pas autant en Inde, mais je connais des amis français qui ont souvent 3, 4 frères ou sœurs. Et comment c'était de vivre dans une grande famille? Est-ce qu'à l'époque, c'était aussi courant en France? Ben, c'était courant. De mon côté, d'un côté de ma mère, on est 25 cousins germains. Et du côté de mon père, on est 30 cousins germains. Donc, tu vois, on est de très grandes familles. Et on avait l'habitude de beaucoup faire d'échanges entre les familles, entre les cousins. Et c'est pour ça que je dis, j'ai eu l'habitude de vivre, j'ose pas dire tribal, dans une famille tribale, mais c'est presque ça. Donc, pour moi, si tu veux, au niveau des familles indiennes, je comprends tout à fait la notion euh, de partager une maison entre plusieurs générations, les cousins, les co-cousins, les co-frères et sœurs. Tout ça, c'est très, très proche de moi, en fait. D'accord.
Et du coup, est-ce que tu étais jusqu'à baccalauréat chez tes parents à Béziers ou comment ça J'étais s'est passé à après? Marseille. J'ai fini mon bac à Marseille. C'était à Marseille, d'accord. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait comme études et où? J'ai fait éducateur de jeunes enfants à Montpellier. Et puis, j'ai commencé à travailler très tôt. J'avais 19 ans, j'ai commencé à travailler. Hmm. Euh, et puis, tout en travaillant, j'ai fait une formation d'éducateur de jeunes enfants et puis 10 années de psycho jusqu'à un doctorat en sciences de l'éducation. D'abord, un master en psychopathologie pour devenir psychologue clinicienne. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça m'a pas suffi. Et j'ai continué à faire un doctorat en sciences de l'éducation. Mais du coup, je me suis retrouvée avec 10 ans d'études et 10 ans de pratique et de travailler. Je travaillais avec des enfants handicapés très jeunes, euh, de 0 à 5 ans. Donc, si tu veux, à 30 ans, j'avais 10 ans d'expérience professionnelle et 10 ans d'études derrière moi. Donc, et ça, Mhm. dans ce contexte d'études, j'avais voyagé 2 fois en Inde et j'ai demandé des contrats, des bourses de recherche universitaire pour faire mes recherches universitaires en Inde. Donc, j'ai été attachée à NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neuroscience de Bangalore, qui est le plus grand hôpital euh, psycho, patho, tout ce qui est lié à la tête en Inde. C'est un énorme hôpital. Et donc, j'étais attachée à cet hôpital-là pour faire mes recherches de recherche universitaire, de doctorat. J'ai voyagé 2 fois en Inde avant de venir en Inde pendant un an pour faire mes études. Donc, j'ai fait 2 fois un an en Inde dans le cadre D'accord. de mon doctorat. Et avant, j'avais voyagé 2 fois en Inde parce que j'avais rencontré une jeune indienne qui était, en fait, je l'ai rencontrée en Allemagne. Et elle m'a dit, pourquoi tu viens pas en Inde? C'est vraiment le hasard. D'accord. Qui aurait cru quand j'avais 20 ans que j'allais faire ma vie en Inde? D'accord. Moi, je suis un enfant qui est né je suis né dans les années 80, début 80. Du coup, ça Mm. m'intéresse comment l'Inde de l'époque, et surtout Bangalore, qui a beaucoup, beaucoup changé, c'est ça qu'on dit depuis. Ouais. Quelle était l'Inde de Bangalore de l'époque? Quelle était ta première impression de l'Inde de l'époque? Euh, Bangalore, c'était une petite ville de province, un peu comme Mysore aujourd'hui, tu vois. Et surtout, j'ai dire, j'ai des souvenirs de Bangalore comme étant d'abord, c'était déjà une ville cosmopolitaine. Il y avait déjà des gens. Moi, quand j'étais au Nimans, il y avait des jeunes de tous les États de l'Inde. Mhm. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas d'étrangers. Alors là, il y avait très, très, très peu d'étrangers. Et ce que je trouvais facile à l'époque, et presque un peu innocent, c'est que les transports étaient très faciles. Donc, moi, j'étais à beaucoup de spectacles culturels, musicaux. On s'invitait beaucoup chez soi. J'ai beaucoup de souvenirs d'activités autour de la culture. Euh, je sais pas quoi, lire un livre, faire de la musique chez soi. Euh, et ça, je trouve qu'on a perdu. Moi, j'ai perdu beaucoup ça, entre autres parce que Bangalore est devenu insupportable pour se déplacer. Pour faire Oui, 3 kilomètres, s'il faut 1 heure, on ne se déplace plus, quoi. oui. Donc, c'était une ville déjà multiculturelle au niveau culturel indien, Mhm. pas d'étrangers et facile pour se déplacer. Et je pense que c'était déjà une ville où il y avait déjà de la culture, des D'accord. échanges culturels. Mais quand tu dis multiculturel, est-ce qu'il avait aussi beaucoup d'étrangers à l'époque ou Non, c'était les non, non, Indiens? multiculturel indien, parce que Indiens. pour moi, l'Inde, si tu veux, c'est tout autant d'États, de langues, de cultures différentes. Il ne faut pas du tout imaginer l'Inde comme un seul pays. Euh, Oui. J'allais dire, c'est presque artificiellement un seul pays. Parce qu'à chaque fois qu'on se déplace d'un État dans l'autre, on se retrouve avec une langue différente, une écriture différente, une culture différente. Oui, mais cela dit, Bangalore n'était pas vraiment, si on compare avec Bombay, Delhi ou Calcutta ou peut-être Chennai,
pas si cosmopolite. Ça s'est vraiment explosé depuis allez, l'année 1995-2000. L'explosion que Bangalore a vécue, pour moi, c'était à partir de ces années. Mais tu vois, si j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire, que c'était même avant, à l'époque, il avait une diversité culturelle. C'est ça? De quand date Infosys? Début, est-ce que c'est début 90 ou avant? Je sais pas. Tu vois, bon, mais déjà avant, il y avait déjà, ça attirait les gens du Tamil Nadu. Il y avait déjà quand même beaucoup d'échanges. J'ai pas le souvenir, tu vois, d'une ville qui était complètement Karnataka. Je D'accord. pense, si tu veux. Donc moi, j'ai un mari qui vient de l'Inde du Nord, tu vois, et il était bien reçu, accepté au Karnataka. Donc, c'était déjà une ville où il y avait beaucoup de personnes de d'autres États, je pense. C'est D'accord. Non, mais mon ça, je ressenti. le confirme parce que moi, j'ai eu la chance aussi de vivre à peu près 7 années à Bangalore. Mm, Moi, étant de Maharashtra, bah, j'étais quelqu'un de extérieur à mm, Bangalore. Et cette mm. ville, les gens là-bas m'ont toujours accueilli et j'ai de très bons souvenirs. Je me sens plus chez moi en Inde à Bangalore qu'ailleurs. Donc, je confirme ce que tu dis. Euh, Parlons un petit peu de ta expérience à Nimans. Comment c'était de faire tes études là-bas, surtout en anglais, j'imagine, une autre langue que français pour toi. Mm. Comment ont réagi tes collègues là-bas, tes professeurs? Est-ce qu'ils étaient habitués d'avoir un étranger, une étrangère comme élève? Comment ça s'est passé? Euh, alors, Niemann, c'était, si tu veux, je ne rentrais pas dans leur cadre habituel parce que j'étais attachée à Niemann pour faire mes recherches universitaires. Donc, j'ai pas eu à suivre tous les cours. Donc, j'allais de temps en temps suivre des cours, mais c'était un peu par choix. J'étais pas du tout obligée de suivre tous les cours. Et j'avais un professeur de référence qui a été très, Monsieur Prabhu, donc Docteur Prabhu, et qui a été très accueillant et facilitant pour moi. Là, et donc, j'étais à leur hostel avec toutes les filles très traditionnelles. Tu sais, j'étais obligée de mettre le sari et tout ça pendant les années où j'étais au Nimans. Donc, j'ai passé un an au Nimans. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé dans le sud de l'Inde pour faire mes recherches. Je faisais des recherches sur les enfants handicapés et sur la relation des Indiens aux enfants, des parents quand ils apprennent que leur enfant est un porteur de handicap. Et donc à ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé toute seule en bus la nuit, en train, et ça se faisait pas du tout. Toi, t'imagines bien qu'une fille indienne n'aurait jamais été laissée toute seule voyager. Et moi, j'ai beaucoup voyagé, et je me sentais très protégée par les gens avec qui je voyageais. Donc j'étais la seule, évidemment, la seule étrangère, évidemment. Mais j'ai jamais eu peur d'être dans une gare à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il y avait toujours une famille qui était là, qui me prenait un peu sous sa coupe et qui me protégeait, si tu veux. J'ai jamais eu de difficultés par rapport à ça. Et les gens étaient très gentils et très accueillants. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un peu le monde des ONG, dans lequel après ça, j'ai travaillé. Parce que pour le travail de recherche, je me suis aussi appuyée sur des ONG qui étaient spécialisées ou des écoles qui étaient spécialisées sur les enfants handicapés. D'accord. Et par rapport à l'anglais, l'anglais indien surtout, pour Bah, ta... j'ai appris l'anglais, Indian English, Hindi, English. Oui. Mais ouais, Mais aussi parce que tu viens de dire que tu allais souvent dans les villages, dans le Karnataka et dans le sud de l'Inde. ouais. Comment tu te débrouillais avec cette difficulté de langue, si c'était une difficulté, parce que tout le monde ne parle pas l'anglais dans les villages, par Donc, exemple. je finissais toujours par trouver quelqu'un qui parlait anglais. Et même maintenant, si tu veux, dans mon travail où je vais aussi beaucoup dans les villages, j'ai jamais l'impression que
je sens pas que j'ai une interprète avec moi. Je prends toujours quelqu'un d'une ONG qui parle la langue locale, évidemment, ou quelqu'un de mon organisation maintenant qui parle la langue locale. Mais c'est, l'Inde est très accueillant du fait qu'on, comme c'est multilingual, il y a beaucoup, beaucoup de langues. Si on parle pas bien une langue, c'est pas un problème. Si on parle pas une langue, c'est pas un problème parce qu'ils sont tellement habitués à ça que moi, je sais que je n'ai pas du tout l'impression d'être bloquée par le problème de la langue, ni à cette époque-là, ni maintenant. Euh, j'ai toujours l'impression d'être en relation directe avec les gens alors qu'on ne parle pas la même langue, on utilise les pieds, les mains, les gestes, on comprend un mot au travers de tout ce qu'ils racontent et puis il y a quelqu'un à côté de moi qui m'aide à traduire Il y a et à quelqu'un qui donner m'a dit il l'essence. n'y a pas longtemps, Hmm. je pense que c'était Pardon. Chanel que j'ai interrogé il n'y a pas longtemps. Il disait que en France, s'il y a un étranger qui parle le français ou qui fait des efforts pour apprendre le français, bah, l'acceptation par les Français est plus facile et plus évident. Mais ce n'est pas réciproque en Inde. La langue n'est pas autant importante pour les Indiens, pour étrangers, pour accepter des étrangers ou des personnes venant de l'extérieur. Et oui, je n'avais De pas toute façon, réalisé. on ne rentre pas dans les cases. Pardon? En tant qu'étrangère, on rentre dans aucune case. Ça, Donc, c'est ils ne vrai. savent pas où nous mettre. Donc, le fait qu'on ne parle pas la langue, c'est pas un problème pour eux. Donc, mais moi, je trouve que les Français sont plus durs avec les Français, avec les étrangers qui ne parlent pas bien une langue, qui ne parlent pas bien français. Je ne trouve pas forcément les Français très accueillants par rapport à ça. C'est possible. Et pour toi, quelle est la raison? Parce que souvent, on pense que c'est vraiment parce qu'il y a une difficulté aux Français d'apprendre l'anglais. Est-ce que tu penses que c'est crédible comme un argument? Euh, À l'époque, je pense que les Français parlaient très mal l'anglais ou d'autres langues. Je pense que mhm, ça s'est bien amélioré dans les dernières années, entre autres parce qu'il y a tous les programmes Erasmus pour les jeunes Français. Donc, beaucoup font maintenant des études supérieures dans une langue étrangère ou en anglais. mhm. Donc, je trouve que l'anglais est beaucoup plus généralisé maintenant en France et il y a beaucoup plus d'échanges culturels qu'à l'époque, si tu veux. D'accord. Mais les Indiens, ils sont tellement habitués. Tu vois, ma bonne, elle me disait alors, tu parles tamil? Eh ben non. Tu parles Canada? Eh ben non. Tu parles, je sais plus quoi, hindi? Non. Eh ben, tu vois, mais c'était. Du coup, j'ai appris l'hindi, si tu veux, parce que donc, je crois qu'on est tous, quoi, les Indiens, ils sont tous pas peur d'apprendre deux, trois, quatre, cinq langues. C'est incroyable, ça. C'est vrai. Une fois, j'avais présenté une amie française à euh, à ma grand-mère et qui ne Mm. pouvait pas parler en anglais avec elle. Du coup, elle disait, mais cette fille, elle parle même pas le hindi. Mais comment c'est possible? Donc, pour elle, Mhm. c'était étonnant. Puisqu'on Mm. parle des langues, ben, j'aimerais bien aussi te demander comment c'était ton expérience d'apprendre le hindi et si tu as appris aussi d'autres langues et quand est-ce que c'était commencé, comment ça s'est passé. Donc, j'ai un mari indien qui était du nord de l'Inde, Delhi et Punjabi. Donc, il parlait hindi. Donc, et notre bonne, qu'on a encore maintenant, qu'on a depuis plus de 35 ans, elle parle hindi aussi. Elle est musulmane, elle parle hindi. Donc, j'ai appris l'hindi à la maison avec est-ce que l'enfant a mangé, est-ce qu'on l'a changé, est-ce qu'il a bien fait son rôle. Et mon cher mari me dit que je peux avoir un job de bonne quand je veux, grâce à mon hindi. Mais dans le sud de l'Inde, ça m'aide juste à Bangalore, ça m'aide avec euh, les commerçants, si tu veux, les chauffeurs de taxi, etc. Mais par exemple, je travaille beaucoup au Tamil Nadu, ça me sert absolument à rien. Personne au Tamil Nadu parle hindi. Donc, je l'utilise un peu avec les employés, avec les ouvriers, avec les commerçants. Mais bon, j'ai jamais eu l'occasion de faire des grandes conversations en hindi parce que généralement, après ça, que les gens plus éduqués parlent anglais tous. Donc, j'utilise plutôt pour l'hindi de base pour me débrouiller au quotidien. Je ne mourrai pas de faim grâce à mon hindi. En tout cas, en Inde,
c'est rare que quelqu'un, il y a tellement de choix de nourriture que je pense que oui, on est gâté avec le Oui, choix qu'on nous a. oui, mais bon, j'avais appris à écrire l'hindi, mais tu vois, tu le vois pas écrit. Quand je vais à Delhi et que tout le monde parle hindi et que c'est écrit partout, c'est beaucoup plus stimulant que d'apprendre l'hindi à Bangalore où finalement, je le vois pas écrit nulle part. Donc, ça me stimule pas tout le long de la journée, tu vois, Oui, pour essayer de le lire. Tu vois, j'avais appris à l'écrire, maintenant, j'ai complètement oublié. J'écrivais à ma oui, belle-mère en hindi. c'est vrai. Ok. Non, mais c'est vrai qu'en général, on entend que les Indiens accueillent avec beaucoup de chaleur les étrangers. Parfois, il y a des invitations non sollicitées de les inviter à la maison pour des déjeuners, dîners ou beaucoup de rencontres. Donc, il y a une curiosité qui perdure, qui existe encore. Mais j'avais une question. Du coup, est-ce qu'avec ton mari, qui est un Indien, qui est de Punjab et Delhi, est-ce que tu parles en hindi avec lui? Quelle est la langue de communication entre Non, vous? on parle anglais. On parle anglais. En anglais? OK. Et Ouais, ouais. Mais est-ce que lui, il j'entends a... parler souvent hindi. Lui, il parle Pardon? souvent hindi avec ses amis, ou il parle punjabi avec sa famille, si tu veux. Donc, c'est sa langue maternelle. Donc, bon, évidemment, avec les employés, souvent, il parle hindi. Donc, si tu veux, je baignais quand même un petit peu dans un bain de hindi. D'accord. Et est-ce que lui, il a appris le français? Oui, oui, il peut se débrouiller du français. Il parle pas couramment, mais il se débrouille pas mal. Il comprend D'accord, toutes les conversations. Il va avoir une conversation en français, mais ça, comme il dit, ça le fatigue parce qu'il parle pas couramment, mais il parle bien. j'imagine. OK. Très bien. J'avais retenu aussi un autre aspect dont tu avais parlé, c'était les enfants handicapés. Mm. Je suis en France depuis quelques années et j'ai eu la chance aussi de faire mes études ici. Et j'ai remarqué que la condition des handicapés en France est beaucoup meilleure qu'en Inde. En Inde, les handicapés souvent sont invisibilisés. Euh, pour toi, quel est ton ressenti, tes remarques, tes observations sur ça? Est-ce que ça a évolué ou non? Comment tu compares ces deux mondes? Mm. Moi, c'est toi, j'ai fait un doctorat dessus, donc je peux t'en parler pendant des heures. Mhm. Mhm. Euh, bon, c'est une situation très difficile, les enfants handicapés en Inde. Il y a relativement peu de centres et peu de centres spécialisés pour prendre les enfants handicapés en charge. Euh, dans les grandes villes éventuellement, mais dès qu'on est dans les petites villes, il y a pas grand-chose pour accueillir des enfants handicapés. Alors, quand c'est des filles handicapées, il y en a beaucoup qui meurent très tôt parce que elles sont pas, on s'en occupe peut-être moins bien ou on ne veut pas dépenser autant d'argent sur des enfants, sur des petits enfants handicapés. Je veux dire, c'est des enfants qui font des crises d'épilepsie, par exemple, vont mourir beaucoup plus tôt qu'en France. Mhm. Après ça, j'ai commencé un programme quoi, j'ai eu dans le Tamil Nadu un gros projet d'enfants handicapés parce que quand je voyais, je me déplaçais dans les villages, on en trouvait beaucoup et je regrettais à l'époque que beaucoup ne soient pas traités sur des choses pas très graves comme les becs de lièvre ou des enfants. Il y avait à l'époque pas mal d'enfants qui avaient eu la polio, il fallait les opérer, les appareiller, etc. Donc, j'ai commencé un gros projet, d'abord avec 50 enfants, puis 200, puis 350. D'abord, on s'est beaucoup appuyé pour les programmes avec les femmes pour identifier les enfants handicapés. Et puis, le projet a été repris par le gouvernement et avec nous, c'est-à-dire que le gouvernement donnait les finances à l'ONG et on a identifié jusqu'à 3500 enfants handicapés dans notre région, qu'on a tous laissés chez eux, mais on a en priorité fait tout ce qui était possible pour les appareiller, les rescolariser. Donc, on en a rescolarisé énormément avec un accompagnement de travailleurs sociaux ou de kinés, etc. Et on a créé des toutes petites structures d'accueil au sein généralement des écoles. Par exemple, on prenait une salle de classe et on pouvait recevoir une dizaine, entre 10 et 15 enfants handicapés
dans cette structure, un peu tout handicap, les handicaps lourds. Tous ceux qui étaient handicap légers, on avait intégré dans les écoles. Et ça marchait très, très, très bien, jusqu'à ce que le gouvernement, 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard, a décidé de reprendre le projet. Et là, ça a capoté, c'était dommage. Mais on D'accord. avait un peu de projets. J'ai des projets dans le nord de l'Inde sur des prises en charge d'enfants abandonnés parce qu'ils sont handicapés. Donc ça, il y en a pas mal. Donc dans les structures dont je m'occupe, il y a 250 enfants abandonnés dans les rues parce qu'ils sont handicapés, tout handicap confondu. Et je m'occupe aussi d'une autre structure qui est aussi dans des villages très reculés. Là, je suis très touchée d'enfants polyhandicapés petits dont les parents viennent pour des rééducations 2, 3 fois par semaine. Et là, c'est une très bonne organisation formée par des kinés du monde, des organisations suisses et kinés du monde. Et là, on se retrouve avec des gens un peu comme les médecins en pieds nus. C'est des kinés qui n'ont pas des diplômes de kiné, mais qui font un excellent travail. Donc, je suis aussi des projets comme ça, voilà, sur les D'accord. handicapés. Donc, OFI s'occupe d'un certain nombre de projets avec des handicapés. Des enfants, OFI, donc OFI Objectif Français s'occupe d'enfants aussi, j'allais dire, handicapés sociaux, j'allais dire, parce qu'on s'occupe aussi de beaucoup d'enfants qui ont le sida ou de parents qui étaient sidéens. Donc ça, c'est les enfants qui sont rejetés par la société, un peu comme les lépreux pouvaient l'être ou les enfants de lépreux pouvaient être. Donc c'est des enfants dont il faut aussi s'occuper. D'accord. Comme ça, Ok. Tu as parlé quelques projets dans le nord de l'Inde. Donc, ma question, c'est quel était le périmètre géographique de ces interventions ou ces projets? Est-ce que c'était plus dans le sud ou c'était aussi quelquefois dans le nord? Et quand tu parles de gouvernement, tu parles de quel gouvernement? De central ou de niveau l'État? okay, Et okay. quelle est la situation aujourd'hui? Euh, donc, jusqu'à ces dernières années, je travaillais beaucoup avec le travail social que je faisais, plus dans le Karnataka et le Tamil Nadu. Et ça m'allait très bien. Et puis, la fondation Dominique, Dominique Lapierre a eu une sorte d'AVC et n'a pas pu continuer ses activités qui étaient tous tournées vers, dans l'état du West Bengal, près de Calcutta. Et ils m'ont demandé pendant plusieurs années, j'ai fini par accepter, d'essayer de voir comment je pouvais continuer à travailler avec ces organisations qui avaient été fondées par Dominique Lapierre, avec beaucoup, beaucoup de générosité. Et donc, je suis maintenant 3 organisations dans le nord de l'Inde, au West Bengal. Ouais. Donc, j'ai monté un peu Objectif Français malgré moi, il y a plus de 30 ans maintenant. Euh, donc, pendant mes recherches universitaires, je disais que j'ai rencontré des ONG, dont certains s'occupaient d'éducation ou d'enfants handicapés. C'est comme ça que j'ai connu un peu ce milieu-là. Et une organisation en particulier au Tamil Nadu me disait, on aime beaucoup quand tu viens, on aime beaucoup échanger avec toi, tu es comme un peu un miroir, tu nous donnes des idées, tu nous regonfles, nous redonnes de l'énergie, une perspective différente. Donc de Bangalore, j'y allais régulièrement et, euh, et je travaillais avec cette ONG qui a bien grandi. Et j'ai formalisé ça avec des amis en France. On a monté Objectif France Inde pour essayer de lever des fonds pour aider les ONG en Inde. Donc, on a deux aspects à notre travail. Maintenant, on en a un troisième. C'est apporter des financements, c'est une chose. Euh, Formaliser leur travail, les accompagner, réfléchir avec eux au programme de développement, intégrer que ce soit en éducation, que ce soit auprès des femmes, que ce soit au niveau du développement agricole.
On a une activité de conseil et de formation. Depuis ces 3, 4 dernières années, on s'est aperçu que les ONG étaient assez isolées, en fait. Elles faisaient souvent du assez bon travail de terrain, mais elles étaient isolées. Du coup, Office est positionné sur faire de la formation des ONG, du personnel des ONG, ou quelquefois au niveau des écoles, des enseignants, même quelquefois directement au niveau des enfants. Donc, au niveau de OFI, on a cette recherche de financement permanente, parce que sans financement, ben, on ne peut pas faire de projet, mais on implique toujours les ONG locales et les populations locales. On regarde toujours ce qu'ils peuvent apporter eux, ce que le gouvernement peut apporter, et OFI vient en complément euh, de, de l'apport local. Donc, on a un mode de financement qui est très peu cher par rapport à de nombreuses ONG. Par exemple, on, on a 50, je sais pas, qu'on a 55 millions, 60 millions d'euros à n'importe quel moment qui sont en prêtés par des banques du gouvernement en microcrédit auprès des femmes. Donc, on s'appuie sur des programmes du gouvernement pour pouvoir nous faire mieux le travail auprès des femmes. Donc, nous, on fait la formation, l'encadrement des femmes, la création des groupes de femmes, d'entraide de femmes, mais le microcrédit est tout apporté par le gouvernement. D'accord. Et Pareil, quand on fait beaucoup de préservation des eaux de pluie mhm, dans des grands bassins de rétention. Et ça, c'est pareil, les bassins de rétention les terrains appartiennent au gouvernement. Donc, on a un accord avec le gouvernement et nous, on vient, le gouvernement donne aussi quelquefois du personnel dans le cadre d'un programme où il garantit 100 jours d'emploi pour les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et mhm. nous, au FI, on apporte le complément financier. Donc, on a des D'accord. projets qui ne coûtent pas cher du tout. D'accord. Donc, tu as dit le financement vient d'une partie par le gouvernement. Il y a aussi des entreprises qui font des dons. Est-ce qu'il y a aussi des particuliers qui s'engagent? Et puis, comment vous assurez que l'argent qui est versé est dans les mains, bonnes mains, et qu'il est bien utilisé, qu'il n'y a pas de corruption ou d'autres problèmes qui sont souvent présents en Inde? Bon, alors, d'abord, tu as parlé d'où vient notre argent. Donc, l'argent de OFI est donné généralement en France par soit des entreprises, j'allais citer Alstom où tu travailles, est un de nos donateurs réguliers depuis une dizaine d'années qui nous aide à financer les programmes agricoles et de préservation des eaux de pluie. Il y a Air France, il y a la fondation, et la fondation de l'entreprise Raja. Donc, on a quelques grosses fondations qui nous suivent. Et on a des fondations familiales, euh, euh, une fondation Michelheim, une fondation Herzl. C'est des fondations plutôt en Suisse, des grosses fortunes. Donc ça, c'est des gens qui nous font confiance. Et on a relativement peu de donateurs individuels. Ça, ça demande un suivi complètement différent. Et on a quelques fidèles, mais pas suffisamment. On aimerait bien qu'il y en ait plus. Après ça, comment nous on s'assure, c'est-à-dire comment on assure que l'argent est bien utilisé. On est une des rares ONG françaises à avoir une présence en Inde. Donc au départ, c'était ma présence à moi toute seule. Puis il y a 7 ou 8 ans, j'ai embauché un responsable administratif. Et maintenant, comme on grandit bien, il y a un responsable de projet et un Mhm. coordinateur de projet. Donc, on est une équipe, il y a une équipe de 4 personnes indiennes qui vont sur le terrain très régulièrement suivre les projets. Et bon, on ne va pas demander combien de sacs de ciment ont été consommés pour construire une salle de classe, mais on sait que le coût par mètre carré constructible, c'est tant. Et si on rentre dans ce montant-là, ben on est content. C'est-à-dire que je vois que les ONG, elles font même pas appel à des entrepreneurs extérieurs. Ils ont leurs propres ingénieurs ingénieurs, ils appellent ingénieurs, bon, des personnes qui sont capables de construire des salles de classe ou
les centres de formation de femmes. Donc, ça économise tout de suite 30% par rapport à s'ils avaient dû embaucher une entreprise extérieure. Donc, les ONG que l'on sélectionne, on fait très, très, très attention avec qui on travaille. D'abord, il faut qu'ils aient tous leurs papiers administratifs en ordre. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas tous leurs papiers administratifs et toutes leurs autorisations à jour. Il faut qu'ils fassent un travail de terrain avec des coûts pas trop élevés. Il faut qu'ils aient une grosse participation des populations locales. Généralement, on leur demande de travailler avec le gouvernement parce que le gouvernement permet d'avoir certaines subventions. Par exemple, on n'achète pas les terrains pour les réservoirs, on n'achète pas, il y a beaucoup de terrains dont on n'a pas. Si on veut faire planter des forêts, ce n'est pas sur des terrains individuels, c'est sur des terrains du gouvernement. Voilà, donc, oui, c'est ça, notre petite équipe se déplace beaucoup sur le terrain. Donc, on garantit que l'argent est bien utilisé. Et nous-mêmes, au FI, on prend très, très peu de frais de coordination. On a des frais de coordination extrêmement, extrêmement bas parce qu'on n'a pas de personnel payé en France. Moi, je ne suis pas payée. Et on paye juste 4 personnes en Inde, dont notre responsable de projet, c'est un ancien un ancien de Haïti et qui à 50 ans a dit ça y est, ma famille, mes enfants sont grands, j'ai une maison, etc. J'ai plus besoin d'autant d'argent. Et puis il a pris, il est payé 4 ou 5 fois moins cher que quand il était dans son entreprise. Donc j'ai eu une équipe qui est vraiment vraiment dédiée à ce travail et qui sont là pour l'amour du travail social et aider les gens qui sont les plus pauvres. Donc ça, Oui, c'est une des choses où on fait très, très attention de travailler avec les gens les plus pauvres ou les plus reculés, les plus abandonnés, si tu veux, du système et social indien. cette année, l'État français a reconnu aussi ton travail en te déclarant le prix, c'est les Français de l'étranger, n'est-ce pas? C'est Mm. C'est le prix félicitations. du Petit Journal. C'est Mhm. un prix qui est décerné à 5 Français qui habitent l'étranger et dans 5 domaines complètement différents. Donc, moi, j'étais plutôt dans le domaine humanitaire, de l'impact social, parce que c'est vrai on a aidé plus de 200 000 femmes à passer au-dessus de ce seuil de pauvreté. On aide plus de 10 000 enfants par an d'une Mhm. manière ou d'une autre. Donc, au niveau de l'impact social, on a beaucoup d'impact social. Il y a une fille qui a reçu un prix sur la culture et qui fait des one-woman show super. Un astrophysicien qui a eu un prix sur l'enseignement. Donc, il y a eu des prix très, 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 très variés. 5. Et on a été donc reçus au Quai d'Orsay. C'était une très belle cérémonie dans la gentillesse et le respect du travail de chacun. J'ai beaucoup, Mhm. beaucoup aimé recevoir ce prix-là. Félicitations, je suis Mm. très, très content pour toi. Ouais. Et je Mais on commence va à plusieurs. parler, pardon. J'ai reçu maintenant beaucoup de prix. Je pense que si tu veux, cette position entre la France et l'Inde, Mhm. d'intermédiaire, de garantir ce qu'on fait, je pense que c'est bien reconnu maintenant. Oui. J'en connais pas beaucoup d'organisations comme la nôtre, où on a une grosse présence. On cherche des financements à l'extérieur, mais on a une grande présence auprès des ONG. On travaille vraiment en partenariat avec les ONG locales. Oui, et je voudrais aussi dire que tu n'es pas engagé uniquement chez OFI, tu avais aussi ce projet Casa Piccola, où il y avait une chaîne de 7 restaurants. Donc, est-ce que tu pourras nous dire un petit peu sur ce projet et ensuite sur Casa Cottage aussi que vous avez? Quelle était cette aventure? Quelle est? Ouais, alors ça, je suis donc mariée avec un Indien qui a aussi vécu à l'étranger, qui a fait ses études en Autriche, au Danemark et puis en Autriche, et qui est dans le domaine de l'hôtellerie.
Et quand il est rentré de l'étranger, après avoir travaillé dans des grands hôtels, il a décidé de monter un des premiers restaurants européens, vraiment européens, à Bangalore. À l'époque, il y en avait pas, il y avait que la restauration européenne était que dans les 5 étoiles. Et il y en avait, c'était pas du tout démocratisé. Donc, on a ouvert le premier restaurant Casa Piccola qui servait les premières, les pizzas, des pâtes, quoi, des spaghettis, des burgers, des steaks, des crêpes, en veux-tu, en voilà. Mhm. Et, euh, et c'était un restaurant complètement démocratique, ouvert du matin jusqu'au soir. Et tout le monde, c'était à la portée de toutes les bourses. Donc, on a permis à à la vraie cuisine européenne simple, familiale, d'être connue du grand public indien. Et Et comment donc, c'était reçu? on en a fait 7, des restaurants comme ça. D'accord. Et comment c'était reçu? Et il me semble Ben qu'en... oui, très bien, si tu veux. Ouais. Et du coup, on a multiplié. Je me souviens, on a eu du mal à faire le deuxième, mais après ça, une fois qu'on avait le modèle, on a continué à le faire. Et, euh, et tout le monde en parle encore maintenant parce que ça a été le premier restaurant européen démocratique à Bangalore. D'accord. Mais quelle était la raison, du coup, que vous avez dû les fermer? Est-ce que c'était par le choix ou c'était devenu compliqué à gérer? Euh, Oui et non, c'est-à-dire que nos enfants n'ont pas eu envie de reprendre la restauration, qui est vraiment un métier difficile. mhm. Les propriétaires, il n'y a pas le même statut juridique qu'en France, c'est-à-dire que les propriétaires peuvent reprendre en fin de contrat leurs locaux sans payer la plus-value qui a été donnée aux locaux du fait de nos restaurants qui marchaient très bien. Donc, en fin de contrat, les propriétaires peuvent demander ce qu'ils veulent comme loyer et comme ça marchait bien, ils pensaient pouvoir augmenter les loyers énormément. Donc, on n'a Ok. pas. Non, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a arrêté. Et après avoir arrêté pendant un an, les propriétaires sont revenus vers nous en disant: Ah, vous voulez pas rouvrir? Ben non, on avait fermé. Mhm. Mais voilà. Et puis nos enfants, ça ne les intéressait pas. D'accord. Donc Mais on a fermé. vous avez aussi un autre projet, c'est Casa Cottage. Ce sont des Oui, chambres d'hôtes que vous louez. Que- oui. comment ça marche? C'est aussi une maison, ancienne maison que vous avez rénovée. Tu m'en avais... Oui, on a une maison de 1915, une de ces maisons coloniales au centre de Bangalore. Et on a pu faire 18 chambres dans cette maison. Je crois qu'au départ, c'était une grosse maison coloniale de, je ne sais pas combien, il devait y avoir 4 ou 5 chambres, pièces. Et c'est de nouveau un lieu de rencontre, j'allais pas franco-indien, mais les Indiens qui ont voyagé, ils apprécient d'aller dans un lieu comme ça. Et les étrangers sont aussi contents d'arriver à Bangalore et de rencontrer, d'être dans cette maison on a préservée. Plus personne préserve des maisons comme ça au centre de Bangalore. Le prix du terrain a tellement augmenté. On a eu la chance de pouvoir l'acheter avant le boom de l'immobilier. Et ouais, c'est une maison avec un jardin. Il y a une très, très, très bonne atmosphère. Les clients se parlent entre eux. C'est très familial. C'est mon fils maintenant qui s'en occupe. Mhm. Euh, Encore, c'est un lien entre les étrangers, les Indiens. Beaucoup d'Indiens qui ont voyagé, ils parlent, ils rencontrent. C'est un lieu de rencontre. Donc, que ça soit mon travail avec les ONG qui est entre la France et l'Inde, ou les étrangers et les ONG indiennes, que ça soit les restaurants qui étaient des restaurants européens en Inde, que ça soit le Casa Cottage, je crois on a bien trouvé notre identité pour faire le lien entre les cultures. Mhm. Merci. Je vous rappelle, je suis avec Benjamin Oberay sur le plateau des Forums France-Inde et c'est un échange qui est très, très intéressant. Je vais le poursuivre et maintenant on va ouvrir le chapitre de la vie sociale et culturelle. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Euh, J'aimerais bien savoir comment c'était l'expérience de vivre en Inde, surtout faire des amis. Puisque tu as un mari qui est indien, je pense que ça facilite quelque part.
Mais au-delà de ça, est-ce que c'était facile de faire des amis pour toi, étant en Inde ou pas? Et je trouve que c'est une question qui n'est pas facile. Mhm, Euh, je connais beaucoup de gens. Je rencontre par mon travail beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de responsables d'ONG. J'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il faut les dire des amis, parce que je reste quand même très, très française, même si je sais très, très bien me débrouiller de l'Inde. Et sûrement, je suis plus adaptable à beaucoup de facettes de l'Inde que des Indiens eux-mêmes, parce que je ne suis pas mise dans le système de caste ou de religion. Donc, j'ai beaucoup plus de possibilités d'aller d'un milieu dans l'autre en Inde. Après ça, est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'amies indiennes? Je ne sais pas. Euh, je, je- Donc, mon mari et moi, on est relativement hors caste et hors norme, on est dans un mariage franco-indien. mhm, Euh, il a plutôt ses amis de son côté, j'ai plutôt des amis de mon côté. Et on n'a pas une très grande vie sociale, mais peut-être mhm, aussi parce que dans nos métiers, on rencontre beaucoup de gens dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, et puis moi dans mon milieu des ONG, mhm, et que finalement, le soir, on est plutôt content d'être tranquille. Euh, mhm. Mais ces difficultés, du coup, pour toi, c'est parce que tu ne rentres pas dans les cases traditionnelles indiennes. Est-ce que c'est la raison la principale pour toi, pourquoi c'est difficile d'avoir oui, fait? on ne rentre pas dans les cases. On ne rentre Mhm, pas dans les cases, donc je ne suis pas tout à fait punjabi, je ne suis pas tout à fait du nord de l'Inde. On vit dans le sud de l'Inde. Euh, donc, j'ai plutôt des amis qui sont liés à mon travail. J'ai plutôt des relations qui sont liées à des communautés, des intérêts de travail commun, de travail ou d'appréhender, ou de sociétal, euh, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est, je trouve que l'Inde est très, très, très compartimentée. mhm, Les relations avec les différentes bulles euh, de la société indienne, c'est pas très facile d'aller d'une bulle dans l'autre. Pour moi, je vais d'une bulle dans l'autre. Mais entre eux, ils y vont pas. Et donc, je trouve souvent qu'ils n'ont pas un esprit très, très ouvert. Je sais pas. mhm. C'est très, très, très important ce que tu dis parce que tu vis dans une ville qui est la ville la plus moderne de l'Inde, Mhm. Bangalore. Et il y a des gens qui viennent de l'Inde de partout, qui sont assez aisés souvent, surtout ceux qui ont des bons salaires, des bons jobs. Et de là, malgré le fait que tu sois marié avec un Indien, cela ne garantit pas un accès facile euh, à la communauté indienne quelque part ou pour l'amitié. Est-ce que c'est bien résumé ou non? Oui, et du coup, nos amis sont des personnes qui ont vécu à l'étranger. Beaucoup ce que j'appelle nos amis sont des gens qui ont eu la même expérience que nous, qui ont vécu à l'étranger et Mhm. qui ont fait le choix de revenir en Inde, par exemple. Donc ça, c'est plutôt la communauté de gens qu'on rencontre. D'accord. Il y a une autre question. Souvent, mes amis français, ils posent, ils disent que est-ce que c'est facile d'avoir une relation amoureuse en Inde? Bien sûr, l'Inde, encore une fois, comme on a dit, c'est grand, il y a beaucoup de cases, beaucoup de variétés. Comment pour toi c'était comme expérience? Qu'est-ce que tu dirais? Je retourne la question et comment c'est pour toi d'avoir une femme française? Ah, c'est formidable! Et non, mais aujourd'hui, c'est un entretien, alors que cela C'est mon m'intéresse. entretien. Donc j'ai un mari qui a vécu à l'étranger, si tu veux.
Donc, j'ai un mari qui a dû vivre une dizaine d'années ou une quinzaine d'années à l'étranger avant de décider de revenir en Inde. Donc, il est très indien par choix, il voulait rester en Inde et ça aurait été un cas de divorce immédiat s'il en était revenu en France. Donc, la question ne se posait pas, il fallait que ce soit moi qui vive en Inde. Mhm. Donc, j'ai un mari qui était aussi hors norme, si tu veux, qui ne rentrait pas dans les cases, puisqu'il s'est marié avec une. D'abord, il a vécu à l'étranger, il est parti très tôt à l'étranger à l'époque où, comme moi, lui, c'était encore plus tôt, c'était un Indien qui est allé faire ses études d'hôtellerie au Danemark, même pas dans un pays de langue anglaise. Donc, Mhm. il fallait le faire. Et donc, il avait quand même roulé sa bosse à l'étranger. Et il était aussi très international. Et donc, Mhm. c'est ça qui m'a poussée. À la fois, il avait ce côté indien et à la fois, il avait le côté international. Et il s'était installé, euh, donc il était de Delhi et il avait fait le choix de s'installer à Bangalore, qui n'était pas au sein de sa famille, et d'un, et de deux, qui était dans une ville, ce que je disais tout à l'heure, qui était quand même plus cosmopolite que plusieurs autres villes en Inde. Oui, ok. Et justement, comment sont les échanges avec ta famille, sa famille, entre vous? Comment ça se passe? J'avoue que j'ai été très bien acceptée dans sa famille. Mhm. Il m'a gardée au placard pendant un certain temps quand même. Mais après ça, je vais dire, ça se passe très très bien avec ma belle famille. Mais comme j'ai dit, je ne correspond pas au code de la belle famille, quoi, avec toutes les normes. Je vais dire, je n'ai pas élevé mes enfants pour qu'ils aient des mariages arrangés, par exemple. Donc, on a élevé nos enfants quand même dans un esprit très, très européen. Quoi. Il est hors de question que je marie mes enfants, quoi. Mais ils sont nés, ils ont fait toutes leurs études en France, en Inde, et après ça, ils ont fait leurs études supérieures en France, et tous les deux ont décidé de rentrer en Inde après. Ils se sentent très indiens quand même. D'accord. Et justement, je voulais te demander, ça fait presque 40 ans que tu vis en Inde. Pendant toutes ces années, comment ton lien avec la France s'est évolué? Est-ce que tu visitais la France et tu visites encore assez souvent ou non? Quels sont les changements aussi que tu as vécu, tu as vu par rapport à la France, les Français? Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir rester très en contact avec la France. Mes enfants parlent français. Ils ont beaucoup de cousins. Et comme je disais, j'ai une grande famille en France. Donc, ils sont venus tous les ans, quand ils étaient petits, on venait 2 mois en France pendant les vacances scolaires. Ils avaient même intégré l'école en France pendant un mois ou deux. Euh, Pendant les vacances scolaires en Inde, il y avait l'école en France. Donc, ils aimaient bien aller à l'école en France. Donc, ils parlent bien, très bien français. Mais, et donc, ils ont fait leurs études supérieures en France. Ils ont de la famille, de ma famille qui les accueille très, très volontiers. Et ils viennent encore tous les ans en France. Donc, la génération d'après moi vient aussi encore en France. Euh, Mhm. c'est important pour moi de venir. Là, je trouve que la France en vacances, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est un très, très, très beau pays. Euh, je, ouais, je suis très heureuse quand je viens en France, mais je n'y travaille pas. Donc, et je n'y vis pas toute l'année. Donc maintenant, je ne me rends pas compte du quotidien des Français. Je suis très éloignée des difficultés des Français au jour le jour. Parce que quand moi je viens, je trouve que les Français ont beaucoup, beaucoup de chance. D'abord, je trouve que c'est un très beau pays et je trouve qu'il y a beaucoup de facilité par rapport à l'Inde, quoi. Et je me dis, mais attends, il faudrait que les Français, avant de se plaindre, il faudrait qu'ils viennent en Inde un peu, qu'ils viennent voir ce que c'est ailleurs. Et les Mhm. difficultés que les gens ont au quotidien, ça veut dire, on prend pour acquis en France que les infrastructures fonctionnent. En Inde, si on met 1 heure et demie pour faire 10 kilomètres à Bangalore, quoi, c'est une catastrophe. Oui. Et personne ne se soucie
des embouteillages, de la pollution catastrophique, euh, des codes de la route qui ne sont pas respectés, qui mettent notre vie en danger au quotidien. Donc, je me dis quand même que les Français devraient voyager. Plus ils voyageront, plus ils seront tolérants et ils se diront que la France a quand même beaucoup d'avantages. Mhm. Ok. Et par rapport aux Indiens, qu'est-ce que tu penses? Quels sont, par exemple, est-ce qu'il y a une chose que tu as encore, même après 40 ans, tu as, des difficultés à comprendre comment ça marche comme ça, si tu avais fait une gaffe euh, que tu n'arrives pas à comprendre, est-ce qu'il y a une expérience que tu peux partager, une anecdote? Non, là, je ne sais pas, tu me poses une colle, là, je ne sais pas bien. Euh, je ne sais pas quoi te répondre. Je sais pas Ok, quoi te bah répondre. sinon, est-ce qu'il y a des attributs, les qualités que tu apprécies chez les Indiens et il y a des autres qui sont difficiles à apprécier? Alors, en Inde, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est le sens de la famille. Mais ça, je pense que je l'avais déjà depuis ma famille. Mais Mhm, c'est quelque chose que j'ai transmis beaucoup à l'importance de la famille. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup en Inde, si tu veux. Donc ça j'aime beaucoup. Après ça, j'allais dire, la famille élargie, j'ai pensé aussi ouais, à toutes les ONG avec qui je travaille. J'arrive à travailler avec les mêmes personnes depuis 30 ans, quoi. Et ça, mhm. je les trouve très fidèles à ce niveau-là. Et et c'est pareil, les employés qu'on a eus et au restaurant maintenant Casa Cottage, on a réussi, nous, à faire, on a notre famille nucléaire, nous, mais on a pu créer un sens de la famille élargie au niveau de notre travail. On a les mêmes employés depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'en tant que responsable d'une petite entreprise, on, 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 on on prend en charge non seulement l'employé, mais la famille de l'employé. Euh, Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et je trouve que la France, et spécialement ces dernières années, au niveau du travail, on a perdu la notion de la valeur humaine et de l'échange. Et ça, c'est quelque Mhm. chose qui reste encore en Inde et qui me paraît très, très, très important. L'échange humain et caring. Euh, Comment on pourrait traduire le mot de caring pour les personnes qui sont autour Euh, de nous? En euh, tous les cas, c'est dans nous, on a c'est très important pour nous de s'occuper de notre famille élargie. oui, prendre en charge peut-être ou oui, ou François des autres, Tu vois, il y a des mots qui se traduisent pas bien, hein. peut-être, oui. Ou que ça vient pas comme ça. Ok, Prendre soin, prendre soin, prendre en charge. oui. C'est prendre soin. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent encore chez les Indiens et que tu as, du mal encore à s'adapter à ça Euh, et que tu comprends pas pourquoi c'est comme ça ou... je ne sais pas si c'est de l'Indien, des Indiens ou de quand je te parle de la pollution, du trafic, des trottoirs qui sont n'importe quoi. Je veux Mhm. dire, l'environnement, il est quand même très, très, très abîmé en Inde. Donc ça, et là, il y a quelques ONG qui veulent bien s'occuper d'environnement, de préserver les réservoirs les réservoirs d'eau à Bangalore, mais après ça, tu as les mafias de la construction et ça, c'est dramatique en Inde. Dramatique, dramatique. Préserver l'environnement, c'était une des choses qui me frappe le plus que tout ce qui est lié aux infrastructures sont, je ne sais pas si c'est, il faut que je dise très mal géré, mais Mhm. c'est des individus et le gouvernement, quoi, mais qui devraient prendre en charge beaucoup mieux où on va.
Où Mhm. va-t-on? Ça, c'est vrai, l'infrastructure, c'est un gros sujet en Inde et encore. Et surtout la qualité de l'infrastructure. Il y a 2 jours, 3 jours, à Bombay, on a appris qu'il y a un énorme panneau d'affichage qui est tombé. Il y a plus de 14 gens qui sont morts, plus de 76 qui sont blessés. Et ça, c'est Oui. assez récurrent en Inde. Il y a les ponts qui tombent. Oui, ça, c'est un problème. Les Euh, trains qui datent je ne sais pas combien d'années, qui sont pas des infrastructures qui ne sont pas modernisées. Bon, à oui. la fois, tu as Alstom qui fait des trucs fantastiques, et puis après ça, au quotidien, tu as des trains roulent toujours à 30 à l'heure. Euh, Je- bon, et Oui, je reviens au français parce que tu as dit que tu aimerais ou tu souhaiterais que les Français voyagent davantage, qu'ils apprécient le monde ailleurs pour mieux apprécier peut-être la France. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses chez les Français que tu admires, que tu apprécies et les choses que maintenant tu apprécies encore mieux après avoir vécu en Inde? euh, je trouve que le monde associatif en France, il y a énormément de choses faites au niveau associatif, spécialement dans toutes les petites villes, les petits villages, etc. Et Mhm. la prise en charge en commun. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien quand je viens en France, de voir tout la création. Et c'est beaucoup plus maintenant que quand moi je suis partie de France. Mhm. Tu veux faire de la poterie, tu veux préserver quelque chose dans ton village, je sais pas, je suis en Bretagne en ce moment, faire quelque chose pour faire replanter des arbres, faire une forêt. Il y a beaucoup de possibilités de recréer du lien social Mhm. dans les petites villes. Et D'accord. donc ça, et je trouve que les gens sont de plus en plus conscients de l'environnement au niveau individuel. Mais par Oui. contre, on est quand même, on est très dépendant de toutes les grosses entreprises qui peuvent aussi faire n'importe quoi en France, hein. Mhm. Et après avoir vécu autant d'années en Inde, quel conseil tu donneras aux Français qui voudraient s'installer en Inde, qui voudraient peut-être voyager, y vivent au niveau de peut-être quelle région, quelle- quelles sont les précautions ou les conseils que tu donneras? Je leur demande de s'armer de patience, de ne pas juger, d'observer énormément. Il faut qu'ils observent. Après ça, je pense que les choses ne marchent pas de façon très directe en Inde, mais il faut naviguer et on arrivera à notre but, mais on n'arrivera pas à notre but direct, de manière directe. Et ouais, qu'ils fassent confiance à l'Inde et aux Indiens. Je trouve qu'on trouve toujours une solution. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est que ça n'arrive jamais comme je veux moi, mais qu'on y arrive. Et, et comme on a beaucoup de mal à planifier. Donc c'est quelque chose qui est difficile en Inde, la planification et planifier dans le temps. Mais on peut monter deux, trois projets en même temps. On peut faire, et puis on va y arriver. Donc ça, j'ai cette certitude. Pour moi, l'Inde a été euh, à chaque fois qu'on a entrepris quelque chose, je dis la restauration, l'hôtellerie, mon travail social, etc., on est arrivé. En trouvant les bonnes personnes, il y a des personnes qui sont absolument formidables. J'ai une très grande confiance dans beaucoup de personnes, beaucoup d'Indiens, quoi. Pour moi, ça se passe vraiment très bien, des collègues, des gens avec qui je travaille. Euh, donc, faire confiance. Une des choses qui me dérange beaucoup chez les Français expats qui sont là pour peu de temps, c'est qu'ils ne font Mhm. pas confiance aux Indiens en règle générale. Ils les mettent, je ne sais pas s'ils les dégradent, mais comme on n'a pas les mêmes valeurs de temps,
et la même planification. Je pense que les Français sont très déroutés par ça, et du coup, ils accusent les Indiens. Mais c'est parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est différent. Et il faut Oui. accepter et parler beaucoup avec eux, beaucoup échanger pour comprendre pourquoi ils font les choses différemment, que ce soit leur culture ou parce que dans un certain environnement, les choses se font Mhm. différemment. D'accord. Et sans doute, il y a aussi les Indiens qui voyagent, qui quittent l'Inde, qui vont voyager ou visiter ou même s'installer à l'étranger. Il y en a aussi un grand nombre des Indiens. Maintenant, je vois en France, à Paris. Quel conseil tu donneras aux Indiens par rapport à la France, aux Français, l'Europe en général? Oui. Ben, je les connais moins bien, hein, ceux-là, moi. Euh, Et ben oui, je connais pas les Français qui sont en Inde. Indiens. Les Indiens qui sont en France, je les rencontre peu. Par contre, je rencontre des Indiens qui ont fait le choix de revenir en Inde parce qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau du travail. Donc, ceux-là, je les rencontre, mais les Indiens qui sont en France, je ne les connais pas. Donc, je ne sais pas te parler de la communauté indienne en France. D'accord, ok. Bon, donc cela veut dire on n'est pas encore assez nombreux pour, se faire connaître. Mais j'espère, grâce à ce genre d'échange, grâce à ce genre d'expérience, partage, il va y avoir une meilleure connaissance de ces deux mondes très différents, très variés. Et pourtant, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de choses à apprécier, à aimer. Est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose à la fin pour que on peut conclure, terminer cet entretien? Non, juste que les échanges culturels ça apporte énormément de tolérance. Hmm. Pour moi, si tu veux, cette, le fait d'avoir vécu à l'étranger m'a obligée à être beaucoup plus tolérante. Euh, Mhm. je pense que c'est le mot de la fin pour moi, si tu veux. Très bien. J'avais aussi noté la patience qui nous amène peut-être à la tolérance. Ouais. Sous ces mots, je te remercie pour ta franchise, pour toute cette discussion, de nous avoir permis de connaître ton parcours, ta vie en Inde. Mm. Je suis sûr que nos auditeurs vont beaucoup apprécier cet entretien. J'espère te recevoir à nouveau peut-être dans l'avenir. Et entre-temps, passe des bonnes vacances en France, bon séjour. Et je vous Merci, dis Annie. à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi pour toutes ces questions qui vont me faire réfléchir dans les jours à venir, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais merci pour cet entretien qui est toujours riche. Et à une autre fois. Et viens me À voir quand tu viens à bientôt. Bangalore. Avec plaisir, avec plaisir. Bye Merci. bye. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.